Bonjour tout le monde, très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle séance de votre matière droit des assurances. Avant de commencer, si vous voulez bien activer vos caméras parce que j'aimerais bien voir quelques visages pour que je sache que je suis en train de parler à des personnes et non pas tout simplement d'enregistrer. Question d'interagir avec vous. Donc si vous avez la possibilité d'activer vos caméras, n'hésitez pas, sinon je peux commencer. Après cette petite rupture qui a duré plus de 2 semaines en raison des vacances scolaires, des vacances universitaires, on reprend aujourd'hui notre 9e séance sur l'évolution des relations contractuelles. Après avoir présenté la dernière fois comment les contractants, souscripteurs et assureurs concluent leur contrat. Donc, nous avons présenté la dernière fois les différentes règles juridiques qui gouvernent la conclusion du contrat d'assurance et nous avons dit que le législateur a essayé d'intervenir dans cette conclusion du contrat, même si normalement le principe dominant dans le droit des contrats, c'est la liberté contractuelle. Ça veut dire il laisse, normalement le principe c'est laisser aux parties la liberté pour choisir les termes de leur contrat. Néanmoins, nous avons dit que le législateur est intervenu en matière d'assurance pour protéger cette partie faible au contrat qui est l'assuré, qui est censé être une personne qui n'est pas expert dans la matière, alors qu'il a affaire à un expert qui est l'assureur. Donc, il a obligé l'assureur à respecter un certain nombre de règles pour être aux rescousses, au secours de la partie faible qui est l'assuré. Donc aujourd'hui, comme je viens de dire, nous allons présenter l'évolution des contrats contractuels. Nous avons dit que le contrat, lorsque nous avons défini le contrat d'assurance, nous l'avons défini comme un contrat à exécution successive. Ça veut dire quoi, à exécution successive? Ça veut dire que dans les obligations des deux parties ne s'exécutent pas sur le champ. Ce n'est pas un contrat de vente, d'achat. On va pas prendre la chose et on va délivrer le prix. Non. Donc c'est un contrat qui s'exécute sur une période déterminée. Nous avons dit que cette période peut être déterminée par les parties, soit 2 mois, 3 mois, 1 an. Généralement, le contrat d'assurance est conclu pour une durée d'1 an. Donc, on ne sait pas à quel moment la prestation de l'assureur va être présentée. On ne sait pas à quel moment le risque peut arriver. Donc, tout au long de cette période, le contrat s'exécute. Donc, c'est un contrat en cours. Voilà pourquoi, au cours de cette période d'exécution du contrat, les relations des parties peuvent évoluer. Les relations entre les parties peuvent changer. Il peut y avoir des événements nouveaux qui peuvent perturber la réalisation ou bien l'exécution du contrat. Voilà pourquoi les gens ou bien les contractants sont souvent amenés à modifier les termes de ce contrat. Donc, dans ce cours d'aujourd'hui, on va mettre l'accent sur deux grands axes, à savoir la modification du contrat d'assurance, qui peut être proposé soit par l'assureur, soit par l'assuré. Et dans un deuxième temps, comme deuxième axe, on va parler des transferts des risques, notamment lorsque la propriété même de la chose assurée est transférée, ou bien lorsque c'est l'assureur qui ne peut plus présenter sa prestation et il aliène, donne ses droits à un autre assureur. Donc voilà les deux grands points sur lesquels nous allons revenir tout de suite. Commençons maintenant par la modification du contrat d'assurance. Donc comme je viens de dire, plusieurs événements peuvent interagir, peuvent intervenir, peuvent surgir
concernant la probabilité ou l'intensité du risque, concernant l'objet du risque, concernant les parties au contrat, parce que les parties au contrat peuvent changer. Aujourd'hui, c'est moi qui ai assuré, mais je peux aliéner mes droits à une autre personne, un nouveau propriétaire. C'est nouvelle personne qui va prendre la propriété de la chose assurée. Ou bien, il doit y avoir de nouveaux risques qui viennent d'apparaître. Donc, est-ce qu'il est possible d'envisager une modification de ce contrat? Voilà la question principale à laquelle on va essayer de répondre. Donc, selon les cas, les événements dont je viens, ou bien que je viens de présenter, sont susceptibles ou non d'entraîner ou d'exiger une modification du contrat individuel. Ou bien, d'une part, de l'accord, d'autre part, les documents qui le constatent. Soit on va changer l'accord en général, soit on va changer tout simplement les documents. Deuxième chose sur laquelle il faut mettre l'accent, c'est que lorsqu'il s'agit d'un contrat qui est conclu pour plusieurs personnes, c'est ce qu'on appelle les assurances collectives. Ce n'est pas une personne qui est concernée par la modification, mais c'est un ensemble de personnes. Donc, comment le législateur envisage les solutions à ce genre de situation? Quelles sont les réponses qu'a apporté le législateur à la modification des contrats d'assurance de groupe? Donc, ce sont les deux grandes questions auxquelles nous allons revenir pour essayer d'y répondre en apportant des éclaircissements. Donc, commençons par les contrats individuels. Donc, lorsqu'il s'agit d'un contrat individuel, ça veut dire que c'est une seule personne avec un seul assureur. Normalement, selon le principe très connu de droit des contrats, qui est posé par l'article 230 du Cahier des obligations des contrats, qui édicte en ces termes: les obligations contractuelles valablement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Ils ne peuvent être révoqués que de leur consentement mutuel et dans les cas prévus par la loi. Donc, ici, le législateur pose une règle générale et absolue. Il s'agit de l'intangibilité du contrat. Selon Doma, qui est un grand écrivain en droit des obligations, en droit civil, le respect de la parole donnée est le socle de la matière contractuelle. Lorsqu'on donne une parole, lors de la conclusion du contrat, c'est le socle même de la matière contractuelle. Lorsqu'on sauvegarde cette parole, il s'agit de sauvegarder la confiance. Il s'agit de sauvegarder le respect. Le respect de quoi? Le respect des obligations que suppose, l'obligatorité des conventions et la bonne foi qui doit régner entre les parties dans l'exécution de leurs obligations réciproques. Donc, l'intangibilité du contrat renvoie vers cette constance, vers cette fixité, voire vers l'irrévocabilité de la parole qui a été donnée au début. Puisqu'on a donné une parole, on ne peut pas revenir sur notre promesse, notre obligation que nous avons déclarée le premier jour lorsque nous avons signé le contrat. Il s'agit en fait d'un principe qui est un principe subséquent au principe de l'autonomie de la volonté et de la force obligatoire du contrat qui sont les deux principes qui dominent la matière contractuelle en général. Donc, ce principe qui domine, comme je viens de dire, la matière contractuelle, s'impose non pas seulement aux parties, comme je viens de dire, qui doivent tenir leurs promesses, leurs paroles, mais il s'impose aussi aux juges,
le juge est tenu de respecter les promesses et la parole qui a été donnée par les deux parties au contrat. Il ne peut les interpréter contrairement à la volonté des parties. Donc, les conséquences qui en découlent ont été notées sur la diapo de la façon suivante. Aucun contractant, en principe, je dis bien en principe, ne peut modifier unilatéralement les termes du contrat qui a été légalement formé. Ça veut dire qu'il n'a pas été touché par un vice. Aucun vice de forme ou bien de fond ne touche le contrat. Donc, il ne peut être modifié. Le juge ne peut non plus modifier le contrat même au nom de l'équité, même s'il veut rendre équité. Ou bien, lorsqu'il y a des circonstances extérieures qui vont le pousser à bouleverser l'économie du contrat. Donc, il ne peut la modifier. L'article 263 du dehors des obligations des contrats qui autorise à supplier les clauses qui sont d'usage ne doivent non plus pousser à modifier la volonté des parties. Il en découle que le juge ne peut user de son pouvoir d'interprétation pour chercher l'intention des parties, à l'exception du cas où, lorsque le contrat ne serait pas clair, ça veut dire qu'il comporte des termes ambigus que les parties ne peuvent pas interpréter facilement, ou bien que chacun va interpréter selon sa guise. Donc, c'est dans ce sens que le juge peut intervenir pour éclaircir les termes ou bien les clauses qualifiées ou bien qui paraissent ambiguës pour donner un sens à ces clauses-là et pour relever et enlever cette ambiguïté qui règne sur ces clauses-là. Donc, si il s'agit d'un principe qui a régné pendant longtemps, en matière d'assurance, ce principe d'intangibilité du contrat connaît cependant des tempéraments. Des tempéraments qu'on qualifie de tempéraments non négligeables. Ça veut dire qu'il existe des exceptions à ce principe d'intangibilité que nous avons présenté. Tout simplement parce que l'évolution de la vie des affaires a conduit vers une redéfinition de l'intensité du principe de l'intangibilité du contrat. On n'exécute pas, on ne respecte pas le principe présenté par l'article 230 d'ailleurs des obligations et des contrats à la lettre. La matière d'assurance a obligé à présenter, à donner des exceptions à ce principe. Le premier tempérament, c'est la nullité relative. Ça veut dire lorsque le contrat comporte une clause, par exemple, où il y a un dol, une réticence dans la déclaration des risques, c'est seulement cette clause qui est annulée. On n'annule pas le contrat dans sa globalité. Mais on n'annule que la clause qui est considérée par le législateur comme illicite, comme non légale. La clause, les autres clauses du contrat qui sont licites, gardent leur place et on n'annule que les clauses qui ont été considérées comme illicites. Bien sûr, si l'ossature du contrat persiste. Exemple. Lorsqu'on introduit dans le contrat des clauses d'exclusion de la garantie, alors que ces clauses d'exclusion de garantie ont été présentées par le législateur marocain dans la loi 1799 comme des clauses qui ne peuvent être exclues. Donc, ils ne sont pas conformes à la loi. Donc, on ne va pas considérer le contrat dans sa globalité comme nul, mais on ne va annuler que cette clause qui a comporté une exclusion d'une garantie
qui n'est pas conforme avec la loi 1799. Aussi, l'exemple des assurances de responsabilité. Dans les assurances de responsabilité, les clauses qui limitent la durée des engagements de l'assureur à une durée inférieure à celle de la responsabilité de l'assuré ne peuvent être acceptées dans le contrat. Ce sont des clauses qui sont contraires à cette protection qu'a voulu apporter le législateur à l'assuré qui est considéré comme partie faible dans la loi 1799. Donc, bref, le contrat dans sa globalité n'est pas touché, on exclut, on annule que des clauses qui ont été qui sont considérées comme des clauses non conformes à la loi 1799. Donc, la solution qui a été apportée est la suivante. Pour sortir de ces problématiques, de ce dilemme, il est d'usage de prévoir dans le contrat lui-même, en tant que du besoin, les conditions de sa révision, ou bien de son adaptation. Exemple, lorsqu'il y a variation des primes, ou bien des capitaux garantis, elle est adossée à l'évolution d'un indice contractuel en relation avec l'objet du risque. Ça veut dire qu'on peut même prévoir dans le contrat comment peut-on réviser le montant du prime que doit payer l'assuré à l'assureur s'il y a une augmentation des risques. S'il y a une évolution d'un indice contractuel en relation avec l'objet du risque, ça veut dire que l'activité comporte plus de risques que ceux que nous avons stipulés dans le contrat auparavant. Donc, il est normal de prévoir une augmentation de la prime, parce que la prime n'est qu'un prix correspondant à la garantie octroyée par l'assureur à l'assuré. Donc, je répète, pour sortir de ce dilemme et pour ne pas toucher avec force ce principe d'intangibilité du contrat présenté par l'article 230 du Daïr des obligations et des contrats, le législateur permet de prévoir dans le contrat d'assurance même, les modalités de sa révision. D'accord? On peut réviser le contrat, on va voir comment le législateur a présenté la chose. Donc, toutefois, chaque modification ne doit se faire qu'après un accord des parties, qui, normalement, doit être concrétisé par un avenant au contrat initial. Ça veut dire, lorsqu'on veut changer le contrat, on n'annule pas le contrat qui a été établi au début, mais on ajoute un autre contrat qu'on appelle avenant. Donc, vous pouvez vous poser la question, comment cela peut-il se réaliser? Donc, cela se réalise de la façon suivante. Celui qui veut changer les termes du contrat, selon l'évolution de ses relations contractuelles, doit formuler une demande. Il doit l'adresser à l'autre partie. L'assureur doit adresser une demande à l'assuré. Si l'assuré demande des modifications, c'est l'assuré qui doit formuler une demande et l'adresser à l'assureur. Et il doit être accepté par l'autre partie. Donc, c'est ce que précise l'article 230 du Daïr des obligations et des contrats. Ils ne peuvent être révoqués que par l'accord des deux parties au contrat. Donc, ils ne peuvent être révoqués que de leur consentement mutuel et dans les cas prévus par la loi. La preuve doit être apportée par celui qui s'en prévaut. Ça veut dire celui qui dit que l'autre partie a accepté
les modifications que j'ai proposées, les révocations que j'ai proposées, c'est à lui d'apporter la preuve, comme quoi l'autre personne a accepté. Il faut noter ici que l'usateur était ferme à cet égard. Le silence ne peut être considéré comme une acceptation, dès lors qu'il n'est pas fait dans l'intérêt de celui qui est appelé à accepter. Est-ce clair? Nous avons dit que l'autre personne doit accepter les changements. Mais cette acceptation ne peut résulter du silence tant que cette proposition, tant que cette demande de modification n'est pas dans son intérêt. Si il est dans son intérêt, l'usateur dit, c'est bon, même s'il n'a pas répondu, même s'il a gardé le silence, c'est dans son intérêt, donc on va considérer comme il a accepté les modifications. Cependant, lorsqu'il s'agit d'une proposition qui a été présentée par l'assureur à l'assuré, le principe dont on vient de parler n'est pas applicable parce que il s'agit cette solution peut nuire aux intérêts de l'assuré. Voilà pourquoi l'usateur, toujours dans cette vision qu'il a pour protéger, cet objectif qu'il a pour protéger la partie faible contrat qui est l'assuré, est intervenu par le biais de l'article 10 alinéa 3 en précisant que l'assureur a un délai de rigueur de 10 jours pour refuser la demande de modification, sinon la dite demande est réputée acceptée. D'accord? Donc, parce que l'assureur ne peut pas rester sans assurance. Pardon, l'assuré ne peut pas rester sans assurance. Il doit avoir une garantie pour travailler paisiblement, pour avoir cette confiance que lui procure l'assurance pour vivre et travailler paisiblement. Donc, il peut proposer à l'assureur, une demande de modification. L'assureur doit répondre, oui, j'accepte, non, je n'accepte pas. Il a un délai de 10 jours. Son silence ne doit pas persister longtemps. Soit vous acceptez, soit vous me dites non, et dans ce cas, je vais chercher un autre assureur. Parce que je dois avoir cette confiance, je dois me procurer cette garantie en tant qu'assuré. Alors que ce n'est pas le cas pour l'assureur vis-à-vis de l'assuré. Si l'assureur envoie une demande de modification à l'assuré, le législateur n'impose aucun délai pour l'assuré pour accepter. Si l'assuré ne répond pas, il garde le silence, ça veut dire qu'il n'a pas accepté. Il ne lui impose pas un délai pendant lequel il doit se déclarer, par oui ou bien par non. Est-ce clair? Donc, c'est toujours dans cet objectif de protéger cette partie faible de contrat, voilà, que le législateur essaye d'introduire à chaque fois des règles, et des dispositions de ce genre. Donc, le résultat, c'est que la modification s'impose non seulement à l'assureur qui est censé l'avoir accepté, mais aussi à l'assuré qui l'a demandé, même s'il se traduit par une majoration de la prime, alors même que l'avenant établi par l'assureur n'a pas été signé par l'assuré. Donc, le résultat est le suivant. Si l'assuré a proposé une modification et l'assuré, soit il l'a accepté d'une manière claire et nette, d'une manière expresse, soit il ne l'a pas accepté que d'une manière tacite, passé le délai de 10 jours. Donc, il n'a pas dit oui, mais passé un délai de 10 jours, le législateur considère que les propositions
de modifications présentées par l'assuré sont acceptées par l'assuré, par l'assureur. Dans ce cas, on va procéder avec les nouvelles modifications, en application des nouvelles modifications qui ont été présentées par l'assuré. Et l'assuré est tenu par sa proposition. Il ne peut pas revenir en arrière. Il ne peut pas dire non, non, c'est bon, puisque vous n'avez pas accepté d'une manière expresse, moi aussi, je veux revenir en arrière. Non. Il est tenu dans ce cas par les termes de ce nouveau avenant, même s'il n'a pas encore signé. Ça veut dire que les obligations qui naissent de cet avenant s'appliquent aussi bien pour l'assureur que pour l'assuré, même si on résulte une augmentation de la prime correspondant aux nouvelles garanties qui ont été demandées par l'assureur. Cependant, il existe des conditions à respecter. Cette modification suppose l'existence d'un contrat en cours. Cela veut dire que les contrats qui ont été résiliés, soit pour une cause ou pour une autre, donc résiliés en respectant les dates et les modalités que nous avons présentées auparavant. Donc 10 jours, ensuite 20 jours, ensuite 10 jours. Les 40 jours dont on a parlé pour la résiliation. Donc, il doit y avoir un contrat en cours d'exécution et non pas un contrat qui a été résilié ou bien qui a été annulé. Si on annule le contrat, on ne va pas présenter un avenant, mais il faut mettre en place un nouveau accord de volonté, ça veut dire un nouveau contrat. Deuxième condition, la demande de modification doit être suffisamment précise et complète. Autrement dit, la demande de modification, l'avenant ne doit pas comporter des termes ambigus, ne doit pas comporter des clauses qui sont difficilement compréhensibles par les deux parties. Il doit indiquer l'objet pour constituer une offre au sens juridique du terme. Est-ce clair? Donc, ce sont les deux conditions qui ont été présentées par le législateur pour conclure, pour qu'un avenant, qu'une modification du contrat soit ou bien voit le jour. Maintenant, c'est tout ce qui concerne la modification des contrats individuels. Passons maintenant à la modification des contrats collectifs ou bien de groupe. Lorsqu'il s'agit d'un contrat qui lie un assureur avec plusieurs personnes. C'est ce qu'on appelle les contrats collectifs ou bien de groupe. Donc ces contrats ont été définis par le législateur dans l'article 103 du Code des assurances comme étant un contrat d'assurance de personnes souscrit par une personne morale ou un chef d'entreprise, dit souscripteur, en vue de l'adhésion d'un ensemble de personnes dites adhérentes répondant à des conditions définies au dit contrat. Pour la capitalisation ou l'investissement en ce qui concerne l'assurance takaful, ou pour la couverture des risques dépendant de la durée de la vie humaine, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne, ou liés à la maladie ou à la maternité, des risques d'incapacité ou d'invalidité. Donc, on comprend à travers cette définition que les contrats d'assurance collectif ou bien de groupe sont des assurances qui sont souscrits par une seule personne, mais pour plusieurs personnes. Plusieurs personnes en bénéficient, mais c'est une seule personne qu'on peut qualifier de mandataire qui prend l'initiative de souscrire le contrat pour que plusieurs personnes en bénéficient. C'est le cas notamment des assurances que conclut le chef d'une entreprise pour assurer ses ouvriers. Donc là, c'est un contrat d'assurance de groupe.
Le même article ajoute que les adhérents doivent avoir un lien de même nature avec le souscripteur. Tous les adhérents doivent avoir le même lien pour que ce contrat soit valide et soit valable. Donc, c'est le cas des ouvriers dans une entreprise. Ils ont le même lien, c'est un lien de subordination qui est le contrat de travail qui les lie avec le chef d'entreprise. Le même article ajoute, les souscripteurs de ces contrats peuvent être soumis au contrôle de l'autorité. Donc, lorsqu'on entend autorité, c'est la CAPS. C'est la CAPS, c'est l'organisme de contrôle des assurances au Maroc. Ce contrôle a pour objet de veiller au respect des dispositions de la présente loi et des clauses contractuelles. Donc, bien sûr, pour ne pas laisser place à un abus ou bien à un non-respect par le souscripteur de ses obligations, notamment lorsqu'il s'agit d'assurance obligatoire pour le travail des ouvriers au sein de chantier, par exemple, donc où il est obligé de souscrire une assurance pour ses ouvriers, pour invalidité, pour des accidents de travail, ainsi de suite. Donc, la problématique que se pose à ce niveau est la suivante. Comment peut-on déterminer les parties à l'avenant qui va modifier les termes du contrat initial? Si, au début, c'est le souscripteur qui conclut le contrat, nous avons dit que l'évolution de la vie contractuelle peut amener à d'être obligé de modifier les termes du contrat. Donc, qui peut modifier ce contrat? Qui implique une pluralité de personnes. Est-ce seulement le souscripteur et l'assureur, ou bien les personnes assurées, aussi les ouvriers par exemple, peuvent demander la modification du contrat collectif, contrat de groupe. Donc, il s'agit d'une question épineuse à laquelle, pour apporter une réponse, il faut distinguer entre deux cas de figure. Entre les contrats à adhésion facultative et les contrats à adhésion obligatoire. Ça veut dire les contrats où le chef d'entreprise ou bien où le souscripteur est obligé par la loi de souscrire un contrat d'assurance pour les travailleurs ou bien un contrat adhésion facultative. Ça veut dire c'est un choix pour nous. C'est un choix. Ce n'est pas la loi qui l'oblige de souscrire un contrat pour le groupe, mais c'est un choix. Donc, prenons le premier cas de figure qui est les contrats adhésion facultative. Ici, il faut se référer aux dispositions de l'article 106 du Code des assurances, qui laisse entendre que la seule personne qui a la possibilité de proposer une modification du contrat d'assurance de groupe est le souscripteur, qui peut le faire d'un commun accord avec l'assureur. Donc, puisque c'est moi qui a pris l'initiative de souscrire un contrat en tant que souscripteur, de souscrire le contrat pour un ensemble de personnes, donc il me revient aussi la possibilité de la modifier, sans que je sois contraint par la loi de demander l'avis des autres personnes. Est-ce clair? Donc c'est une assurance facultative. Elle n'est pas obligatoire. Cependant, l'article 106 impose quand même une obligation au souscripteur. Donc, c'est l'obligation d'information par écrit. Il s'agit tout simplement d'informer. Si vous n'êtes pas tenu de prendre leur avis, leur accord préalable pour changer les termes du contrat, il vous est obligé de les informer des modifications qui ont été apportées à l'assurance. Donc, c'est ce que précise l'article 106. Les souscripteurs est tenu, deuxième alinéa, d'informer par écrit les adhérents des modifications qu'il est prévu, le cas échéant, d'apporter à leurs droits et obligations.
Donc, je dois les avertir par écrit. D'accord? Je dis bien par écrit, non pas oralement. C'est pour prouver qu'ils ont été avertis. Donc, la preuve de la remise de la notice à l'adhérent et l'information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur. C'est lui qui doit prouver qu'il a effectivement donné une lettre, une notice d'information informant les souscripteurs qu'il va modifier les termes du contrat. Donc, pourquoi je les informe? Parce que ces assurés peuvent ne pas accepter ces modifications. Peut-être que ces modifications ne correspondent pas à leur attente de la garantie proposée. Donc, dans ce cas, s'ils acceptent, ils vont continuer l'exécution du contrat. S'ils n'acceptent pas, ils vont demander la résiliation. Ils vont dire non, puisque vous m'avez informé. Donc, vous m'avez informé. Non, moi, j'accepte pas ces modifications, donc je vais me retirer. Donc, c'est ce que précise l'article 106 dans son dernier alinéa. L'adhérent peut résilier son adhésion en raison de ces modifications. Est-ce clair? Donc là, c'est la solution donnée par le législateur pour les contrats adhésion facultatifs. Ça veut dire les cas où le contrat d'assurance n'est pas obligatoire pour le souscripteur. Donc, il est tenu d'informer pour laisser le choix à l'assuré, soit de continuer, soit de ne pas continuer. Et c'est une obligation qui est à la charge non pas de l'assureur, ce n'est pas l'assureur qui informe, mais c'est le souscripteur, celui qui signe le contrat, pour le compte d'un ensemble de personnes. Passons maintenant au deuxième cas de figure qui est le contrat adhésion obligatoire. Les contrats à adhésion obligatoire. Donc, dans ce cas, en se référant toujours à l'article 106 alinéa 5, il revient toujours au souscripteur de modifier les termes du contrat à lui seul, en application des dispositions de l'article 106, en portant à la connaissance de l'adhérent les modifications apportées. Donc, à première vue, vous allez me dire, monsieur, il n'y a alors aucune différence. Mais non, la différence est apportée par le législateur et déclarée par le législateur dans l'alinéa 5, de l'article 106, qui précise que il n'est pas permis, en raison de ces modifications, à l'assuré de se retirer, parce qu'il est obligé d'être assuré. Moi, en tant, par exemple, dans les assurances obligatoires pour les accidents de travail, moi, en tant que chef d'entreprise, je vais contacter mon assureur et je vais dire, on va modifier les termes du contrat. Je vais apporter de nouvelles garanties. Je vais augmenter la prime, diminuer la prime, ainsi de suite. Donc, puisque je vais apporter des modifications, je suis toujours obligé en tant que souscripteur, chef d'entreprise, d'aviser l'ensemble, la communauté des ouvriers, de personnel dont je dispose qui est exposé à des risques de travail. Donc, maintenant, est-ce que cette faculté qui a été donnée aux autres assurés dans les assurances facultatives trouve sa place pour les assurances obligatoires? La réponse est non. L'assuré ne peut pas se retirer. Il ne peut pas se retirer de ce contrat de groupe. Il est obligé d'être assuré parce que c'est une adhésion obligatoire. C'est ce que précise l'alinéa 5 de l'article 106. Toutefois, la faculté de résiliation n'est pas offerte à l'adhérent lorsque le lien qui l'unit au souscripteur rend obligatoire l'adhésion à ce contrat. D'accord? Puisque vous êtes toujours lié avec un lien de subordination, ça veut dire un contrat de travail selon lequel vous êtes exposé à des risques que que le chef d'entreprise est obligé pour ces risques de souscrire un contrat, vous restez lié par les termes de ce contrat. Est-ce clair?
Donc, c'est tout ce que j'ai à dire concernant la modification des contrats, soit individuels, soit collectifs. Donc, je répète brièvement. Donc, pour modifier un contrat d'assurance, normalement, le principe, c'est que les contrats sont immuables. Il y a une intangibilité du contrat. On doit respecter les premières déclarations. Mais, vu la nature exceptionnelle de ce contrat, le législateur permet aux parties de modifier le contrat en respectant un certain nombre de règles. Donc, nous avons dit qu'on peut modifier le contrat en avisant l'autre partie. Le souscripteur avise l'assureur et l'assureur avise l'assuré. Si le co-contractant accepte, on va appliquer les nouvelles modifications pour la suite de notre contrat, pour la durée qui reste. Cependant, il existe une différence entre l'acceptation de l'assuré et l'acceptation de l'assureur. L'assuré doit déclarer d'une manière expresse qu'il a accepté les modifications qui peuvent être proposées par l'assureur. Alors que l'assureur, si il ne présente pas une acceptation dans un délai de 10 jours, il est considéré comme ayant accepté les modifications. Alors que ce n'est pas le cas pour l'assuré, qui dispose de tout son temps pour déclarer est-ce qu'il a accepté ou non. S'il reste silencieux, ça veut dire qu'il n'a pas accepté. Donc, cela dit, deux conditions doivent être respectées. Il doit y avoir un contrat en cours, ça veut dire que le contrat ne peut pas être déjà résilié. S'il a déjà été résilié, on ne va pas apporter une modification. Mais on doit prévoir un nouveau contrat. Et il doit, j'ai dit un nouveau contrat, il doit y avoir un contrat en cours. Et la deuxième condition, si je me rappelle bien, j'ai oublié, deuxième condition, la demande de modification doit être une demande qui comporte des termes précis et complets. Ça veut dire qu'il ne doit pas y avoir une ambiguïté dans les termes du contrat. Pardon, il ne doit pas y avoir une ambiguïté dans les termes de l'avenant présenté par l'assureur ou bien par l'assuré. Cela dit, nous avons distingué dans la modification des contrats entre deux cas de figure. Donc, les contrats à adhésion facultative et les contrats adhésion pour les contrats de groupe, pardon. Pour les contrats de groupe, nous avons distingué entre deux cas de figure, les contrats adhésion facultative et les contrats adhésion obligatoire. Pour les contrats à adhésion facultative, ou bien pour les contrats adhésion obligatoire, il revient toujours seulement à l'assureur et à l'assuré de proposer un avenant, ça veut dire une modification du contrat. Le groupe des assurés ne peut proposer une modification. La seule obligation qui est à la charge du souscripteur, c'est d'aviser le groupe des assurés. Cependant, pour les contrats d'assurance facultative, l'adhérent peut résilier si le contrat peut se retirer et résilier son adhésion si il n'accepte pas les nouvelles modifications. Alors que dans les contrats d'assurance de groupe, il ne peut pas le faire. Notamment parce qu'il s'agit d'un contrat obligatoire que le législateur impose au chef de l'entreprise ou bien au souscripteur en général. Donc voilà, j'ai schématisé brièvement ce que j'ai présenté dans le premier axe. Deuxième axe, maintenant, le transfert des risques. Donc, dans ce transfert des risques, on va essayer de présenter le transfert des risques selon deux hypothèses. Première hypothèse,
où l'ensemble des biens et des droits assurés sont transférés à un tiers, à la suite d'une aliénation. Par exemple, une vente ou bien un héritage, ainsi de suite. Ou suite au décès du propriétaire des dix biens ou des titulaires des dix droits. D'accord? Donc, soit on va vendre les biens assurés, soit on va donner les biens assurés dans le cadre d'un contrat de donation, soit que le propriétaire décède. Donc, quelles sont les solutions offertes par le législateur ici? Deuxième hypothèse, lorsque les risques assurés par l'assureur sont transférés à un autre assureur. Ce n'est pas les biens ou bien les droits des assurés qui sont transférés dans ce cas, mais c'est un changement de l'assureur ici. Notamment lorsque l'assureur trouve faillite, lorsqu'il y a une défaillance financière de l'assureur. Donc, dans ce cas, il doit y avoir un nouveau assureur qui va prendre la place de l'ancien assureur afin que nous, en tant que communauté des assurés, on soit toujours garantis. Est-ce clair? Donc, je répète, on va aborder deux hypothèses. Soit l'hypothèse du transfert des droits des assurés, soit l'hypothèse du changement de l'assureur suite à sa défaillance. Donc, commençons par la première hypothèse. Ça veut dire l'aliénation des biens ou des droits assurables. Donc, en principe, les risques sont transférés au nouveau acquéreur. C'est ce que vous avez sûrement appris dans le cadre du contrat de vente. Lorsqu'on vend les biens, c'est le nouveau propriétaire qui se porte garant des risques de la chose vendue, de la chose qui a été aliénée. Ça veut dire, dans ce cas, il y a une cessation de l'assurance. Le principe, c'est que l'assurance cesse, puisque les risques ont été transférés à un nouveau acquéreur. La justification de cette solution, c'est qu'il n'y a plus un intérêt d'assurance pour celui qui a souscrit le contrat. Donc, absence d'objet du contrat. Si moi, j'ai souscrit un contrat pour assurer ma marchandise, une fois je vais la vendre, je n'ai plus l'objet du contrat. Donc, l'objet du contrat a disparu. Qu'est-ce que j'ai maintenant? Est-ce que je dispose toujours de la marchandise pour que je sois indemnisé s'il lui arrive quelque chose? Non. Donc, c'est le nouveau acquéreur qui doit normalement souscrire un nouveau contrat pour garder une garantie sur les marchandises. Donc, cette solution serait en quelque sorte assimilable à la perte de la chose assurée par un événement non prévu à la police, ou bien le cas où l'assurance prend légalement fin, ou bien par l'innovation par changement des parties. Donc, il y a une nouvelle situation par changement de partie. Là, c'est le principe. Cependant, puisque nous avons dit que la contrat d'assurance est un contrat exceptionnel, il existe des exceptions à ce principe. Parfois, l'assurance ne cesse pas, elle continue. En matière d'assurance, l'assurance continue au profit de l'acquéreur ou bien de l'héritier. C'est ce que précise l'article 28 du Code des assurances, qui dispose, en cas de décès de l'assuré ou d'aliénation de la chose assurée, l'assurance continue de plein droit au profit de l'héritier ou de l'acquéreur, à charge pour celui-ci d'exécuter toutes les obligations dont l'assuré était tenu vis-à-vis de l'assureur en vertu du contrat. Donc, selon l'article 28 du Code des assurances, s'il y a aliénation de la chose assurée, ou bien en cas de décès de l'assuré, celui qui va prendre la propriété de la chose assurée va continuer de bénéficier de la garantie, à condition
de continuer d'exécuter les obligations qui étaient à la charge de l'assuré, notamment le paiement de la prime, notamment la déclaration des nouveaux risques, la déclaration de l'aggravation du risque. Donc, s'il continue d'exécuter les obligations qui étaient à la charge du défunt ou bien de celui qui lui a donné la chose ou lui a vendu, il va bénéficier de la garantie. Donc, quelles sont les conséquences qui en découlent? Il en découle plusieurs conséquences. D'abord, la substitution de l'assuré n'emporte pas novation. Ça veut dire qu'il n'y a pas une nouvelle situation qui apparaît. Mais on va continuer à exécuter ce qui a été prévu par le premier contrat. C'est comme s'il s'agit d'un contrat auquel vous avez pris en tant que nouveau acquéreur partie par votre signature, même si vous n'avez pas signé. Donc, il ne s'agit pas là d'une cession proprement dite du contrat, mais d'une substitution de contractant dans un contrat demeurant en vigueur. Donc, le contrat continue à produire ses effets. Seulement, non pas à l'égard du souscripteur, mais envers de nouveaux acquéreurs ou bien de l'héritier qui vient remplacer l'ancien assuré. Deuxième conséquence, cette disposition ne concerne que les assurances de dommages à l'exclusion des assurances de personnes. Bien évidemment, dans les assurances vie ou bien non-vie, on ne peut pas transférer les risques. Moi, j'ai souscrit une assurance sur ma vie. Lorsque je vais mourir, on va transférer les risques sur la vie d'une autre personne. C'est inacceptable. C'est inimaginable. C'est inconcevable. D'accord? Ce n'est pas concevable de transférer la propriété sur la vie d'une personne humaine. Voilà pourquoi on dit que ces dispositions de l'article 28 qui précise que lorsqu'il y a décès ou bien aliénation de la chose, décès de l'assuré ou bien aliénation de la chose assurée, le contrat continue à produire ses effets, mais seulement lorsqu'il s'agit de contrats d'assurance dommage à l'exclusion de toute assurance de personne. Troisième conséquence, les biens objets de cette substitution d'assurance ne concernent que les actifs susceptibles de transfert de propriété. Tous les actifs qui ne peuvent être qu'on ne peut pas vendre, dont on ne peut pas transférer la propriété, ne sont pas concernés par cette continuité d'exécution du contrat d'assurance. Quatrième conséquence, celui qui allie, ça veut dire celui qui vend, donne, reste tenu vis-à-vis de l'assureur au paiement des primes échues tant qu'il n'a pas informé l'assureur par lettre recommandée de la dette aliénation. Ça veut dire, puisque vous avez donné ou bien vous avez vendu, vous devez avertir l'assureur. Si vous n'avez pas averti l'assureur, c'est toujours vous qui êtes tenu par le paiement des primes. Ne me racontez rien. Moi, en tant qu'assureur, je vous dis, ne me racontez rien, s'il vous plaît. Je ne suis pas averti. Je ne connais pas le nouveau acquéreur. Vous avez vendu votre bien? Vous l'avez donné en donation? Vous devez m'aviser pour que je puisse demander les primes, pour que je puisse demander l'exécution de l'ensemble des obligations qui étaient à votre charge au nouveau acquéreur. Si vous ne m'avez pas avisé, c'est toujours vous qui êtes tenu par les obligations contractuelles que nous avons souscrites le premier jour. Est-ce clair? Donc, ce sont les conséquences de l'annulation des biens ou bien des droits assurables. Dans quel cas maintenant on peut envisager la résiliation du contrat?
Donc, l'usateur permet soit à l'assureur, soit à l'héritier ou bien au nouveau acquéreur de résilier le contrat, à condition de respecter les délais et les formalités qu'on va présenter tout de suite. Donc, quels sont ces délais à respecter? Pour l'assureur, il doit il doit demander ou bien il doit déclarer sa volonté de résilier. Il dispose d'un délai de 90 jours pour dire au nouveau propriétaire que je ne vais pas continuer avec vous. Je vais arrêter ce contrat. Moi, j'étais lié avec l'ancien assuré, avec lequel que je connais comme il se doit, qui est une personne à qui j'avais confiance. Vous, je ne vous connais pas. Donc, il dispose d'un délai de 90 jours à partir du jour où l'attributeur définitif des objets assurés aura demandé le transfert du contrat en son nom. Sinon, passé ce délai de 90 jours, il sera tenu et obligé de continuer l'exécution du contrat avec le nouveau acquéreur. Donc, c'est comme si le législateur a donné au nouveau assureur, à l'assureur, un délai pour jauger sa relation contractuelle avec le nouveau assuré. Pour voir est-ce que ce nouveau assuré est un assuré avec lequel on peut continuer à travailler, ou bien c'est un mauvais assuré, je préfère me retirer. Donc, dans un délai de 3 mois, de 90 jours. Passé ce délai, vous êtes obligé de continuer l'exécution des termes du contrat que vous avez souscrit avec l'ancien assuré. Là, ce sont les conditions qui sont à la charge de l'assureur. Maintenant, pour l'acquéreur. Le nouveau acquéreur ou bien l'héritier ne se voit imposer aucun délai. À n'importe quel moment, il peut demander la résiliation du contrat. Donc, lorsqu'il demande la résiliation du contrat, donc il n'est plus tenu envers l'assureur et il peut récupérer le somme qui reste pour la période non échue du contrat. Ça veut dire, ils ont souscrit un contrat pour un délai d'un an, donc passé un délai de 4 mois, il veut arrêter, donc il va récupérer les primes correspondant aux 8 mois restants. D'accord? Donc, c'est toujours des dispositions que le législateur a présentées dans la loi 1799 dans cet objectif qui est la protection de la partie faible au contrat qui est l'assuré. Cependant, à ces dispositions, il existe une dérogation. La dérogation est présentée par l'article 29 de la loi 1799 formant code des assurances. Cette dérogation, cette exception des dispositions qui ont été prévues par l'article 28 du code des assurances concerne le transfert de propriété d'une voiture. Donc, l'article 29 précise en cas d'aliénation d'un véhicule terrestre à moteur non lié à une voie ferrée, ça veut dire le train n'est pas concerné, ou de ses remorques ou semi-remorques, et seulement en ce qui concerne le véhicule aliéné. Le contrat d'assurance est résilié de plein droit à la date d'immatriculation du véhicule au nom du nouveau propriétaire, et s'il s'agit d'un véhicule non soumis à immatriculation, la résiliation prend effet 8 jours après le jour de la cession. Donc ça veut dire quoi? Que les dispositions de l'article 28 qui concernent la continuité d'exécution des termes du contrat d'assurance avec le nouveau acquéreur ne trouvent pas application.
on fait un stop ici. Donc non, pour le transfert de propriété d'une voiture, on ne peut pas, en tant qu'assureur, continuer à exécuter le contrat avec le nouveau acquéreur. Celui qui achète une voiture doit souscrire une nouvelle assurance. Il ne peut jamais bénéficier du contrat de l'ancien, du vendeur, du contrat souscrit par le vendeur, parce que c'est l'article 29 qui interdit cette continuité d'exécution de l'ancien du contrat par le nouveau acquéreur. Une fois que vous avez vendu votre voiture, vous ne pouvez pas donner votre assurance. Une fois elle est immatriculée, ça veut dire elle est au nom du nouveau propriétaire, donc il doit souscrire une nouvelle assurance ou bien un nouveau contrat d'assurance. Donc dans ce cas, l'uslateur précise que le vendeur de la voiture il peut demander que l'assurance lui donne la somme restante pour la période non échue, ça veut dire pour laquelle il n'a pas bénéficié de la garantie puisqu'il a aliéné, puisqu'il a vendu sa voiture, soit il peut demander le transfert de cette assurance sur une autre voiture qu'il va acheter ou bien dont il dispose auparavant. D'accord? Maintenant, deuxième point qui concerne maintenant l'assureur. En cas de défaillance financière des parties, soit de l'assureur ou bien de l'assuré. Commençons par l'assuré. Le cas le plus fréquent, c'est le redressement judiciaire de l'assuré ou bien du souscripteur. En cas de redressement judiciaire, le contrat peut être maintenu ou résilié selon que l'assurance soit indispensable ou facultative à la continuité de l'activité de l'entreprise. Donc, le législateur ici n'a pas présenté une solution radicale, mais il était intelligent, il a précisé que, en cas de redressement judiciaire de souscripteur, bien sûr, il a des difficultés financières. Il ne peut pas payer l'assurance alors qu'il a d'autres créanciers. Donc, vaut mieux payer les créanciers alors que de souscrire une assurance. Mais si cette assurance est indispensable à l'activité de l'entreprise, donc cette entreprise, pour fonctionner et pour produire des richesses, il doit souscrire une assurance parce que c'est obligatoire. Elle est nécessaire à son activité. Donc, pour produire une valeur ajoutée, pour générer une richesse qu'il va utiliser pour payer ses créanciers, il doit souscrire une assurance. Donc, l'assurance est indispensable pour son exploitation. Dans ce cas, le législateur a apporté des solutions dans le code de commerce, puisqu'on parle de redressement judiciaire. S'il n'est pas obligatoire, le législateur apporte toujours une autre solution. Donc, que précise le législateur dans l'article 588? Donc, j'aimerais bien que vous corrigez, sinon je vais déposer cette nouvelle projection sur la plateforme une fois terminée, parce que l'article que j'ai mentionné sur le cours de l'année passée, ça concerne l'ancienne loi, avant l'introduction des dispositions de la nouvelle loi qui a modifié le livre 5. Donc c'est désormais non pas l'article 573, mais c'est l'article 588 du Code de commerce qui précise que le syndic peut exiger l'exécution du contrat en fournissant prestations promises. Donc le législateur précise ici que, puisque elle a donné la faculté au syndic de voir est-ce que l'assurance est indispensable à l'exploitation de l'entreprise, donc il va exiger que l'assureur continue à présenter la garantie. En contrepartie, il va
lui fournir les primes. Donc, dans ce cas, le contrat d'assurance peut être maintenu provisoirement, bien sûr, le temps que l'entreprise continue son activité. Si on arrive à la liquidation, on doit stopper. D'accord? Donc, le contrat d'assurance peut être maintenu provisoirement dans sa rédaction initiale, sauf avenant modificatif pour la période de redressement, et l'en résulte le maintien des garanties et des primes correspondantes. Pour l'assureur maintenant, l'assureur peut, en raison de l'aggravation des risques, suite à la défaillance du souscripteur, demander une augmentation du montant de la prime. Il sera en droit de demander une augmentation des primes parce que nous avons dit, lorsque le risque augmente, la prime aussi doit augmenter. On ne peut pas, en tant qu'assureur, accepter de garantir l'assuré pour des risques qui sont plus importants que les risques que nous avons, que vous avez présenté le premier jour. Donc aujourd'hui, vous êtes en redressement judiciaire. Donc les risques augmentent. Donc je suis en droit, en tant qu'assureur, de demander une augmentation de la prime. Toujours du côté de l'assuré. L'article 27 précise, en cas de déconfiture ou bien de liquidation judiciaire de l'assuré, l'assurance subsiste au profit de la masse des créanciers qui devient débitrice envers l'assureur du montant des primes à échoir à partir de la déconfiture ou de l'ouverture de la liquidation judiciaire. Donc, ici, l'article 27 nous présente une solution exceptionnelle. Donc, vous, en tant que créancier, puisque vous voulez votre argent, vous devez encourager et vous devez contribuer au fonctionnement de l'entreprise. Donc, puisque l'assurance est une chose indispensable au fonctionnement de l'entreprise, si vous, en tant que créancier, la masse des créanciers, c'est vous qui va payer l'assureur. Parce que c'est vous qui va bénéficier, en fin de compte. Donc, vous allez continuer à donner, à payer les primes à la place de l'assuré, parce que vous pouvez à n'importe quel moment bénéficier de la garantie, de la prestation promise si le risque se réalise. Donc, la résiliation du contrat ne peut en aucun cas résulter de la seule ouverture de la procédure de redressement. C'est ce que précise l'article 588, alinéa 5 du Code de commerce en édictant en ces termes, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune divisibilité, résiliation ou résolution du contrat ne peut résulter du seul fait de l'ouverture de redressement judiciaire. Il doit y avoir d'autres raisons qui doivent pousser à la résiliation du contrat. Donc, l'usateur, toujours dans ce but d'encourager au fonctionnement de l'entreprise, même s'il subit des difficultés financières, peut-être il peut se relever, se remettre sur pied. Donc, pourquoi résilier tous les contrats en cours? Donc, on essaye de maintenir les contrats en cours, notamment le contrat d'assurance, pour lui présenter un climat paisible de travail afin de se remettre sur pied et par la suite ne pas mourir et payer l'ensemble de ses créanciers et trouver une nouvelle vie. Maintenant, si l'assurance est facultative à l'exploitation de l'entreprise. Si l'assurance est facultative à l'exploitation de l'entreprise, le syndic ou bien l'assureur peut choisir de ne pas poursuivre l'exécution. Parce que tout simplement, c'est une charge indispensable. Pourquoi? C'est donc à nous de décider, soit en tant que syndic, soit en tant qu'assureur,
de poursuivre ou bien de ne pas poursuivre l'exécution de ce contrat. Donc, s'il s'avère que l'assurance est très coûteuse ou bien inutile pour l'entreprise, ou bien s'il s'avère que la continuité d'exécution de ce contrat va porter préjudice à l'assureur, il peut choisir d'arrêter l'exécution du contrat. Donc, dans ce cas, le syndic peut mettre fin au contrat en respectant les formalités concernant la résiliation. Donc, ces formalités que nous avons développées lors de la 4e ou la 5e séance, donc, qui concernent le fait d'aviser 10 jours après 20 jours, non, les modalités de résiliation. Donc, il s'agit d'aviser et de respecter les formalités que nous avons développées. Lorsqu'il s'agit de l'assureur, donc l'assureur conserve le droit de résilier le contrat pendant le délai toujours de 90 jours que nous avons présenté aussi auparavant, à partir de la date de la déconfiture ou bien de l'ouverture de la liquidation judiciaire. Vous avez en tant qu'assureur un délai de 90 jours. Passé ce délai, vous ne pouvez pas résilier en tant qu'assureur. Donc c'est toujours une protection qu'apporte le législateur à l'assuré contre l'assureur. Donc c'est une période d'évaluation pour l'assureur. Si vous voyez que dans ce délai de 90 jours, l'entreprise ne va pas se remettre sur pied et ça va porter préjudice à vos intérêts, l'entreprise ne peut pas payer les primes et vous allez perdre un argent important, donc vous pouvez résilier le contrat. Passé le délai de 90 jours, vous ne pouvez pas. Est-ce clair? Donc, dernier diapo, dernier cas de figure, c'est du côté de l'assureur maintenant. Donc, lorsqu'il y a une défaillance financière du côté de l'assureur, quelles sont les solutions apportées par le législateur? Donc, on va appliquer les dispositions qui ont été présentées par le législateur dans le cas de retrait d'agrément. Rappelez-vous, lors de la 5e ou bien 6e séance, je vous ai dit que s'il y a un retrait d'agrément, l'assureur ne va pas avoir la capacité d'exercer. Si pour l'assuré, la capacité, c'est avoir l'âge de 18 ans, pour l'assureur, la capacité, c'est avoir cet agrément qui est délivré par l'ACAPS. Une fois nous avons retiré votre agrément, soit parce que vous avez commis une violation de la loi, soit parce que vous êtes en déconfiture, parce que vous avez déclaré faillite. Donc si vous êtes en déconfiture, on va vous retirer l'agrément et on va passer à un avis qui est publié au bulletin officiel pour aviser l'ensemble des assurés que l'entreprise est en liquidation judiciaire. D'accord? Donc, dans ce cas, il doit y avoir un nouveau assureur ou bien qui va prendre sa place. Si l'assuré refuse de continuer avec le nouveau assureur, donc il peut se retirer et récupérer son argent. Donc, c'est ce que précise l'article 27 du Code des assurances, qui précise en ces termes, en cas de liquidation judiciaire de l'assureur, le contrat prend fin 30 jours après la déclaration de la liquidation judiciaire. Quelles sont les conséquences maintenant? L'assuré peut réclamer le remboursement de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus. Ça veut dire pour toutes les primes qui ont été payées et pour lesquelles je n'ai pas encore bénéficié pour le temps restant, donc je dois récupérer mon argent. C'est ce qu'on appelle récupérer l'argent au prorata temporis. Ça veut dire pour la période du temps restant. Maintenant, pour les assurances vie et de capitalisation. Il s'agit ici, en cas de liquidation de l'assureur, de payer le capital constitué, puisque ce n'est pas une garantie pour un risque
qui va se réaliser du jour au lendemain, mais c'est tout simple. Le risque ne s'est pas réalisé, donc vous ne pouvez pas garder les sommes d'argent pour les primes échues, pour la période précédente. Non. Dans les assurances vie, lorsqu'on paye des primes, on essaie de capitaliser, on essaie de constituer un capital. C'est comme si on dépose notre argent chez l'assureur pour lui permettre de l'utiliser, d'investir avec notre argent, mais le moment venu, il doit nous rendre l'ensemble de la somme que nous lui avons empruntée, en plus des intérêts. C'est comme ça que ça marche dans les assurances de vie. L'article 96 précise en cas de liquidation judiciaire de l'assureur, la créance de chacun des bénéficiaires des contrats en cours est arrêtée au jour du jugement de déclaration de la liquidation judiciaire à une somme égale à la provision mathématique de chaque contrat, calculée sans aucune majoration sur les bases techniques du tarif des primes en vigueur lors de la conclusion du contrat. Donc, une fois l'assureur déclare faillite en liquidation judiciaire, puisque il y a un retrait d'agrément, donc l'assureur peut récupérer son argent, le montant des primes qu'il a payées en plus de majorer des intérêts constitués, capitalisés, jusqu'au jour de déclaration de la liquidation. Bien sûr, cette solution n'est pas la seule, comme je viens de vous dire. Il y a toujours des solutions annexes qui sont, par exemple, comme je viens de dire, si nous avons retiré l'agrément à l'assureur, un autre assureur peut prendre sa place. Mais l'assuré doit accepter que l'assureur a pris que le nouveau assureur a pris la place de l'ancien. Donc, s'il accepte, il peut continuer avec lui. Puisque son portefeuille a été transféré à un nouveau assureur. Donc, si l'assuré n'accepte pas, il peut arrêter d'exécuter le contrat et demander remboursement soit des primes pour la période restante, soit dans le cadre des assurances vie pour les primes, toutes les primes qu'il a payées auparavant. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur l'évolution des relations contractuelles. Je vous remercie de votre attention et je reste réceptif pour interagir avec vous si vous avez des questions concernant le cours d'aujourd'hui. Hamza Abdelhadi, est-ce clair? Vous êtes en retard, Abdelhadi, aujourd'hui. Oui, monsieur. Pardon. J'étais en retard. J'ai pas pu assister à cette séance. Donc, je m'excuse encore une fois parce que je n'étais pas prêt à donner cette séance, étant donné que j'avais beaucoup de contraintes, j'avais un boulot, un travail à faire, un rapport, un grand rapport à préparer. Il m'a pris presque un mois, donc je devais le déposer aujourd'hui, donc j'étais très préoccupé. Voilà pourquoi je ne vous ai pas avisé avant. Donc, je viens de terminer ce matin. Voilà pourquoi j'ai pris la décision de maintenir la séance et d'assurer la séance, étant donné que les examens s'approchent et on doit terminer bientôt. Donc, je vous avise que dans peu de temps, on aura, parce que à ce moment même que je vous parle, le conseil de la faculté se réunit. Et on aura bientôt l'information sur la date des examens et sur la date des arrêts de cours. Fort probable, les arrêts de cours, ça sera la semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine, fort possible, ça sera notre dernière séance. Donc, s'il vous plaît, armez-vous de toutes les questions qui vous viennent à l'esprit pour que
vous arrivez à comprendre la matière comme il se doit. Donc, ne laissez pas des ambiguïtés. J'attends vos questions, j'attends vos remarques et je vous remercie infiniment de votre attention. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Peut-être, je peux vous faire un cours au cours de la semaine, avant le vendredi. D'accord? Donc, tout dépend de la date des arrêts des cours qui sera déclarée bientôt par le conseil de la faculté. Donc, merci de votre attention. Commencez à vous préparer pour l'examen et je vous souhaite très bonne chance. À très bientôt.